Février 1848. Le peuple de Paris se révolte. 2 jours de combat sur les barricades et la monarchie s'écroule. Une poignée de députés et d'hommes publics improvisent dans l'urgence un gouvernement provisoire. La Seconde République est née. Les conservateurs du musée ont choisi d'exposer ce tableau entre 2 œuvres comparables par la taille et par le sujet. L'une représente les vainqueurs de la Bastille le 14 juillet 1789, l'autre la Révolution de 1830. Les 3 tableaux, qui n'étaient pas destinés à l'origine à être réunis, forment ici un ensemble cohérent, qui évoque les principaux épisodes révolutionnaires de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe siècle. Tous les 3 ont pour décor la façade de l'ancien hôtel de ville de Paris. L'histoire des œuvres de droite et de gauche est assez bien connue. Elles ont été commandées et acquises au siècle dernier par l'hôtel de ville pour célébrer des événements considérés comme glorieux. Les origines du tableau de Philippe Otto, en revanche, sont plus obscures. Ses dimensions imposantes, 3,35 m par 6,25 m, suggèrent que le peintre le destinait à un édifice public. Ce qui signifie qu'il envisageait très certainement un achat par l'État ou une municipalité. Or, on ne trouve dans les archives aucune trace de commande publique. Dans quel but M. Philippe Otto a-t-il donc réalisé cette peinture? Et à quelle date précisément? Ce ne sont pas les seules questions qui se posent à son sujet. Henri-Félix Emmanuel Philippe Otto fait partie de ces artistes un temps célèbres, puis exclus par la postérité. La plupart des dictionnaires contemporains l'ignorent. Il faut remonter au dictionnaire du siècle dernier pour dénicher quelques informations. Né à Paris en 1815, l'année de Waterloo, il meurt en 1884 dans la même ville. Il aura donc connu, en presque 70 ans d'existence, tous les changements politiques de la France du XIXe siècle. Restauration, Révolution de 1830 et monarchie de Juillet, Révolution de 1848 et Deuxième République, coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et Second Empire, guerre franco-prussienne et Troisième République. Lorsqu'il achève le tableau exposé au Petit Palais, il a environ 35 ans. Illustrateur sans originalité, mais efficace, il collabore à des revues comme Le Journal pour tous ou Le Journal des Demoiselles. Par ailleurs, sa réputation de peintre d'histoire et de bataille est déjà faite. Plusieurs fois primé au Salon, il bénéficie de nombreuses commandes du roi Louis-Philippe pour le musée de Versailles. Des toiles de grande dimension dans lesquelles il exalte le glorieux passé militaire de la France. Louis-Philippe appréciait Philippe Otto. Il aurait déclaré un jour « J'aime beaucoup M. Philippe Otto. Il fait bien, il est intéressant, il est propre et il ne coûte pas cher. » L'artiste est d'ailleurs fait chevalier de la Légion d'honneur en 1846. 2 ans plus tard, ce peintre académique reconnu par la critique et honoré par le pouvoir royal se lançait dans la réalisation d'une œuvre célébrant la chute de ce même Louis-Philippe, à qui il devait pourtant une bonne part de sa fortune. L'épisode se déroule à Paris le 25 février 1848. Au centre de la composition, le poète Alphonse de Lamartine, juché sur un fauteuil, entouré de plusieurs hommes en redingote, la taille ceinte d'une écharpe tricolore. Ce sont les membres du gouvernement provisoire issus de l'insurrection commencée 3 jours plus tôt. Louis-Philippe, ex-duc d'Orléans, roi parvenu, grâce à la Révolution de juillet 1830, avait renoncé à la monarchie absolue de droit divin et abandonné le drapeau blanc pour le drapeau tricolore. Mais son régime n'était pas, loin de là, un modèle de démocratie. Sur plus de 35 millions d'habitants,
moins de 200 000 hommes pouvaient payer le cens qui donnait accès au droit de vote. À partir de 1846, la crise économique, responsable d'un chômage important, aggrave les mécontentements. Le roi devient de moins en moins populaire dans toutes les couches de la société. L'année suivante, pour contourner l'interdiction des réunions politiques, commence une campagne de banquets au cours desquels les opposants au gouvernement peuvent s'exprimer en portant des toasts. Cette pratique hérite le pouvoir qui finit par annuler un banquet prévu à Paris le 22 février 1848. Des manifestations de protestation, commencées le 22 dans la sérénité, tournent le lendemain à l'émeute à la suite d'une fusillade boulevard des Capucines. Les ouvriers en colère prennent les armes et convergent par milliers des faubourgs vers le centre de Paris. En quelques heures, 1 million de pavés sont arrachés, plus de 1500 barricades bloquent les rues. La ville, comme en 1830, est devenue un champ de bataille. Le 24, la garde nationale bourgeoise a rejoint les émeutiers. L'armée reconnaît son impuissance, le roi s'enfuit. En 2 jours, à la surprise générale, l'émeute s'est transformée en révolution. Dans l'émotion de la victoire, la foule entonne un chant révolutionnaire, la Marseillaise. Dans tout Paris fleurissent les drapeaux rouges et les bannières tricolores, symbole de la liberté reconquise. Le thème du combat révolutionnaire a été souvent repris par les peintres du XIXe siècle. Œuvres personnelles comme La liberté guidant le peuple de Delacroix, ou œuvres de commande comme le tableau d'Horace Vernet représentant Louis-Philippe en juillet 1830. Il semble que Philippe Otto se soit d'ailleurs largement inspiré de ce dernier. Mais plutôt que de célébrer la fuite du roi ou telle action héroïque sur les barricades, l'artiste a choisi de mettre en valeur l'intervention de Lamartine, le député poète, figure de proue du nouveau gouvernement, au cours de laquelle il parvient à convaincre la foule des insurgés de renoncer au drapeau rouge. L'épisode a immédiatement pris place parmi les hauts faits de l'histoire de France, et de multiples gravures l'ont popularisé dans le grand public. Il s'agit donc d'un événement très connu des contemporains, aussi bien des Parisiens que des provinciaux. Lamartine lui-même, dans son Histoire de la Révolution de 1848, a mis en scène sa légende en parlant de lui à la 3e personne. Porté comme nageant sur les flots même de la sédition, il parvint ainsi sur les degrés qui débouchent sur la place. Il se montra, il parla, quelques drapeaux rouges s'abaissèrent, quelques drapeaux tricolores reparurent aux fenêtres. La reconstitution du peintre répond assez fidèlement aux accents romantiques du poète. On y voit l'isolement du héros et de ses compagnons face à la multitude, l'effervescence, la violence des gestes et des sentiments, le drame. Pour autant, Philippe Otto n'est pas un artiste de l'école romantique. Le lyrisme qui l'inspire fait bon ménage avec un réalisme rigoureux et un sens bien concret du détail dans la reconstitution des uniformes, des vêtements, de l'architecture. Pour rendre compte de l'événement, il élabore une composition simple et géométrique. Il est en cela plus proche des peintres classiques du XVIIe siècle que de certains de ses contemporains. L'hôtel de ville occupe presque entièrement la moitié supérieure du tableau. En masquant l'horizon, il concentre l'attention du spectateur sur la foule. Au milieu se tient le gouvernement. C'est autour de lui que s'organise la symétrie des gestes et des situations. La masse des personnages est ordonnée autour de 3 triangles.
au milieu desquels les espaces laissés vides renforcent l'effet de profondeur. Tous les drapeaux coupent les lignes médianes et s'inscrivent également dans un triangle. Avec une solide maîtrise de la perspective, l'artiste a agencé son attroupement en une suite de plans bien différenciés, de manière à faciliter la lecture. Au bas du tableau, des masses inertes, un amoncellement d'argenterie, les pavés d'une barricade, sur lesquels gisent un cadavre et un établi renversé. On y voit aussi un tronc pour les blessés, gardé par un ouvrier. À droite, un cheval abattu. Le second plan est également compartimenté. On y distingue 4 groupes principaux. Le convoi de l'argenterie, les ouvriers qui considèrent le cadavre, le transport d'un mourant, une scène de fraternisation. Quelques femmes, disposées symétriquement, ne jouent aucun rôle actif. Elles observent. Cet enfant figure parmi les manifestants. Il forme comme un lien entre le premier et le second plan. Au-delà, des vagues houleuses d'hommes gesticulant, les esprits échauffés par les combats encore proches, la plupart gagnés par l'enthousiasme. On devine les cris, les hurrahs, les serments solennels. De cette foule émerge à gauche une figure insolite. Une jeune femme à cheval, armée d'une épée, coiffée d'un bonnet phrygien et arborant un drapeau rouge frappé d'une inscription en partie effacée « Vive la République ». Il ne s'agit pas d'une allégorie, comme on pourrait le penser, mais d'une certaine Marie, originaire de Lille, qui s'était distinguée par sa témérité lors des combats. Derrière elle, un peloton de la garde nationale bourgeoise. Ce sont eux qui, en changeant de camp, ont précipité la chute du roi. L'armée, pourtant chargée de la répression la veille encore, est également présente. À droite, des officiers montrent clairement leur allégeance à la Révolution. Parmi eux, le général Duvivier, un républicain sincère, qui sera tué pendant les émeutes de juin 1848. Plus loin, des hommes de troupe mettent crosse en l'air. Les lignes de fuite de l'architecture attirent le regard vers l'arrière-plan, où l'on devine une barricade et de la fumée, signe que les combats n'ont pas cessé. L'espace du tableau trouve des prolongements à l'extérieur par l'intermédiaire des personnages coupés à droite et à gauche, mais aussi par le regard du porte-drapeau de droite, qui, en dehors du canon pointé, est le seul à fixer le spectateur, comme s'il cherchait à l'impliquer. On sait par les nombreux récits que les témoins nous ont laissés que les membres du gouvernement provisoire n'étaient pas tous réunis lors de l'épisode. Philippe Otto les a néanmoins fait figurer au complet autour de Lamartine. À en juger d'après les photographies ou les gravures de l'époque, ils sont assez ressemblants. On reconnaît en particulier le vieux Dupont de l'Eure, 81 ans, un des rares survivants de 1789, le négociant Garnier-Pagès, l'astronome François Arago, député des Pyrénées-Orientales, l'avocat Ledru-Rollin, l'ouvrier Albert, le journaliste et théoricien socialiste Louis Blanc. Il semble ici faire bloc, unis dans l'action et solidaires de Lamartine. En réalité, les différences étaient grandes et les sujets de désaccord ou même de conflit ne manquaient pas. Tous s'entendent pour fonder une république, mais quelle sorte de république ?
L'heure est aux actes décisifs. Les combattants veulent goûter aux fruits de leur victoire. Le changement doit se voir immédiatement. Sans monarque, la nation est livrée à elle-même, en quête de sa propre identité. Dès lors, la question du choix du drapeau, qui aurait pu n'être qu'anecdotique, va prendre une importance considérable. Rouge ou bleu-blanc-rouge ? Il semble que l'on doive l'invention de l'emblème tricolore au général Lafayette, qui en juillet 1789 propose au roi Louis XVI une cocarde où le blanc, couleur de la monarchie, est encadré par le bleu et le rouge, couleur de Paris et de l'uniforme de la garde nationale. La cocarde tricolore devient sur le champ un symbole de liberté et un signe de ralliement pour ceux qui s'en réclament. Il est aussi possible que les révolutionnaires français aient été influencés par le drapeau de l'indépendance américaine. En 1792, la Première République adopte les trois couleurs dans l'ordre bleu-rouge-blanc, qui devient bleu-blanc-rouge par un décret de 1794. Ce n'est qu'en 1812 que Napoléon impose un agencement définitif. Le drapeau tricolore connaît une éclipse de 1815 à 1830 avec le retour des Bourbons qui lui préfèrent le drapeau blanc. Louis-Philippe, enfin, rend à la nation son emblème. Les origines du drapeau rouge sont plus confuses. Au Moyen-Âge, les rois de France partent à la guerre en arborant l'oriflamme. La couleur rouge, chargée de signification mystique, évoque alors le sang du Christ. Sous la Révolution française, le drapeau rouge n'a plus qu'une fonction utilitaire. Il signale qu'une troupe va charger pour maintenir l'ordre. Dans les années 1830, il fait son apparition lors des luttes sociales, porteur d'un sens nouveau. Il symbolise désormais les idées socialistes et le combat contre l'oppression. Le Christ est oublié, c'est du sang des ouvriers qu'il s'agit. Les deux étendards, côte à côte la veille encore sur les barricades, se retrouvent donc face à face le 25 février 1848. Les tenants du drapeau rouge veulent une véritable révolution sociale et économique. Leur ennemi, c'est la bourgeoisie. En dehors de Louis Blanc et de l'ouvrier Albert, les membres du gouvernement provisoire rejettent les idées socialistes. Le drapeau tricolore représente, selon eux, la nation tout entière et les droits de l'homme de 1789. De plus, pour ces notables, la propriété demeure un droit sacré. Les circonstances exactes du rejet définitif du drapeau rouge sont difficiles à démêler, tant les témoignages sont multiples et contradictoires. Philippe Otto livre ici une version romancée qui magnifie le rôle de Lamartine. Son morceau d'éloquence est resté célèbre. Le drapeau rouge que vous nous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Dans un premier temps, le gouvernement opte pour l'ordre bleu-rouge-blanc, ce qui est une façon de se démarquer du régime de Louis-Philippe tout en se réclamant de la Première République, celle de 1792. Seule concession aux tenants du drapeau rouge, un insigne de cette couleur est placé sur la hampe. Quelques jours plus tard, l'ordre bleu-blanc-rouge sera finalement rétabli. Dans le tableau de Philippe Otto, qui restitue fidèlement cette chronologie de la gauche vers la droite, les drapeaux structurent donc à la fois l'espace et le récit, qui se conclut sur la profession de foi du nouveau régime, liberté, égalité, fraternité. Le sens de la lecture est clair, de part et d'autre de Lamartine, on passe de l'ombre et du désordre à l'ordre et à la lumière. On retrouve le même contraste symbolique entre les pierres de la barricade qui jonchent le sol et les pierres taillées de la façade.
Bien que certains laissent entendre que c'est en fait la pluie qui aurait eu raison des drapeaux rouges, Lamartine demeure le grand bénéficiaire de la confrontation, ce qui va lui valoir une immense mais éphémère popularité. Mettant à profit ce premier succès, le gouvernement provisoire va prendre les jours suivants une série de mesures essentielles. Proclamation officielle de la Seconde République, suffrage universel masculin, abolition de la peine de mort pour raisons politiques, abolition de l'esclavage, liberté de la presse, de réunion, d'association, affirmation du droit au travail. Pendant quelques semaines, la France va vivre dans un climat d'euphorie révolutionnaire. Une révolution sans guillotine, sans guerre civile. On plante des arbres de la liberté bénis par les prêtres. On rêve d'une république universelle qui assurera le bonheur du genre humain. Les insurrections qui embrasent plusieurs capitales européennes à la suite de Paris font croire quelque temps à un printemps des peuples, dans une marche inexorable vers le progrès et la liberté. Le tableau du Petit Palais est une parfaite illustration de l'illusion lyrique des premières semaines de la Révolution. Conformément à l'idéal lamartinien de fraternité et d'union des classes, on y voit réunis dans l'insurrection le prolétaire et le bourgeois. Toutefois, les ouvriers dominent à gauche, tandis que les hautes formes de la bourgeoisie occupent plutôt le côté droit. Bien sûr, dans l'esprit du peintre, le petit peuple de 1848 reste une classe dangereuse, parfois capable du pire, comme le dénommé roux, exécuté pour pillage par les insurgés eux-mêmes et exhibé pour l'exemple, mais aussi capable du meilleur, comme le terrassier Junot, connu pour avoir monté la garde 2 jours sans manger près du tronc pour les blessés. Philippe Otto le dépeint accomplissant stoïquement son devoir, un quignon de pain pour tout salaire. En quelques scènes édifiantes, il montre la vertu en action, en s'inspirant de faits réels. L'héroïsme du sculpteur Renaud, l'un des 289 émeutiers tués sur les barricades, l'honnêteté du petit tambour-pierre qui vient rendre une cuillère d'argent trouvée par terre, le dévouement des élèves de Saint-Cyr et de Polytechnique, venus spontanément se mettre au service de la République. Alors que certains illustrateurs s'attachent à montrer les excès du peuple livré à ses instincts les plus bas, notamment lors du pillage des Tuileries, Philippe Otto entretient la légende dorée de ces 48 arts respectueux de l'ordre et de la propriété qui rendent à la République ce qui appartenait à la monarchie. L'œuvre avait de quoi plaire à George Sand, qui s'écrie en mars 1848 « Vive la République ! Quel rêve, quel enthousiasme, et en même temps quelle tenue, quel ordre à Paris. J'en arrive, j'y ai couru, j'ai vu s'ouvrir les dernières barricades sous mes pieds. J'ai vu le peuple, grand, sublime, naïf, généreux, le peuple français, réuni au cœur de la France, au cœur du monde, le plus admirable peuple de l'univers. » Philippe Otto a peint la naissance d'une république évangélique, généreuse et fraternelle, capable d'éduquer le peuple et de réconcilier la blouse et l'habit. Une république qui refuse la rupture souhaitée par les partisans du drapeau rouge et qui se pense au contraire comme l'aboutissement d'un long processus historique. La présence d'Henri IV et de Jeanne d'Arc évoque le patriotisme des 48 arts. Pour eux, désormais, patrie et nation ne forment plus qu'un. Les illusions ne dureront qu'un printemps. Les ateliers nationaux, imaginés pour secourir les chômeurs, se transforment vite en un gouffre financier ingérable et inutile. En juin, c'est de nouveau l'émeute. La République fraternelle fera donner le canon, faisant plus de 3000 morts parmi les émeutiers. La carrière politique de Lamartine s'arrêtera là. Tout laisse donc supposer que Philippe Otto a peint son tableau avant juin 1848, gagné par l'enthousiasme ambiant. S'agit-il d'une commande institutionnelle ou d'une œuvre spontanée ? Le peintre habitué à travailler pour le pouvoir, quel qu'il soit, a-t-il vu là l'occasion de réaliser une bonne opération financière ?
En l'absence de documents écrits, il est impossible de répondre. Toutefois, il semble bien que Philippe Otto ait été idéologiquement proche des 48 arts. On sait qu'il a adressé à Lamartine une esquisse de son tableau. Cette esquisse est aujourd'hui conservée au musée Carnavalet. Au salon de 1850, il expose une œuvre intitulée « Le dernier banquet des Girondins », directement inspirée du livre de Lamartine « L'histoire des Girondins », publié en 1847. Quoi qu'il en soit, ce tableau fournit une bonne illustration des rapports entre la peinture et le pouvoir au XIXe siècle. Les tableaux de commande n'ont pas qu'une fonction commémorative. Ils sont avant tout chargés de transmettre une idéologie ou une interprétation de l'histoire. Philippe Otto, comme tant d'autres, a su se plier aux exigences de tous les régimes. Vers la fin de sa vie, démodé en France, il ira même peindre pour les Anglais des versions très britanniques des batailles de Fontenoy ou de Waterloo. Son Lamartine refusant le drapeau rouge, une fois la Révolution passée, était devenu politiquement incorrect. À tel point que Napoléon III, dit-on, voulut le détruire. Pour échapper au pilori, le tableau fut expédié aux États-Unis, où il demeura jusqu'en 1986, date de son acquisition par le musée du Petit Palais. Henri Félix Emmanuel Philippe Otto a probablement signé là son œuvre la plus personnelle. Il ne possédait certes ni la puissance ni le génie créateur d'un Delacroix. Son principal mérite reste d'avoir offert à la mémoire collective un témoignage irremplaçable sur un épisode clé de l'histoire de France. Petite revanche posthume d'un peintre oublié des dictionnaires.